L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Implantée à Goron en Mayenne depuis 1963, son entreprise est leader mondial dans la maîtrise des procédés de conservation et de transformation des liquides alimentaires. Ses 530 collaborateurs développent, fabriquent et commercialisent des refroidisseurs de lait, des cuves de vinification, mais également des équipements de surgélation cryogénique pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Éric Boitin, président directeur général du groupe CERAP, est aujourd'hui l'invité business. Éric Boitin, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président directeur général du groupe CERAP. Quand vous arrivez en 1994 dans cette entreprise, l'histoire familiale n'est pas encore écrite. Comment justement votre arrivée dans le groupe et votre ascension vont être perçues par l'ensemble des collaborateurs? Ça a été évident de faire sa place dans cette boîte? Alors, effectivement, comme vous le dites, CERAP est une entreprise familiale, mais un peu particulière parce que la famille qui a fondé l'entreprise n'est pas ma famille, n'est pas la famille Boitin. C'est un monsieur qui s'appelait Marcel Badiche, je le dis à l'imparfait parce qu'il est décédé l'année dernière. Ce monsieur avait fondé une coopérative laitière dont le nom c'est les Trois Provinces, à Pontmain, un petit village du nord-ouest de la Mayenne, dans les années 50. Et donc, il faisait collecter le lait des 2500 coopérateurs par des bidons, collecte 2 fois par jour. Et ce monsieur était un précurseur qui voulait avancer, faire des progrès. Et pour la qualité du lait, il avait vu que le refroidissement du lait à la ferme était une solution idéale, à la fois en qualité... À la source, directement. Tout à fait. Donc plutôt que de collecter du lait chaud qui peut tourner entre le moment où la traite des vaches et le moment où le lait arrive à la ferme, à la laiterie, pardon, il vaut mieux le refroidir tout de suite après la traite. Et du coup, ça permet aussi de le stocker dans la ferme et de le collecter que tous les 2 jours, c'est-à-dire qu'on divise par 4 le nombre de tournées de collecte avec les coûts qui vont avec. Bien sûr, des objectifs évidemment de rentabilité et puis de santé évidemment avant tout. Voilà. Votre arrivée dans l'entreprise, comment ça s'est passé? Dans quel contexte? Dans quelles conditions? Je le disais, alors, comment ça a été perçu? Il manque un maillon. C'est que pour ça, il a voulu acheter des refroidisseurs de lait à un fabricant qui se trouvait à Nevers, en France. Il les a trouvés trop chers. Et il a décidé de recruter une équipe de techniciens pour les concevoir et les fabriquer lui-même. Ce qu'il a fait en 1963. Et c'est comme ça que CERAP est né, au sein de cette coopérative. Puis, elle s'est installée dans des locaux séparés. Et il fallait renforcer les compétences techniques de CERAP. Et il se trouvait qu'il y avait un ingénieur frigoriste, un seul, disponible dans les années 60 pour venir travailler à Pontmain. C'était mon père, Michel Boitin. Voilà, et vous avez retrouvé l'entreprise, donc vous en 94, c'est ça, dans tout à fait. Et donc Michel Boitin m'a proposé de le rejoindre pour me préparer à lui succéder. C'était une mission secrète qui était connue que de nous deux, et pas des autres salariés d'entreprise. Et donc je me suis préparé tout au long des années 94 à 2000. Et en 2000, la décision a été annoncée à toute l'entreprise et la succession a été faite. Comment ils ont réagi au moment de découvrir ce secret que vous évoquez? 98% des salariés étaient ravis et 2 cadres de l'équipe de direction de mon père, eux n'étaient pas du tout ravis parce qu'ils rêvaient de lui succéder. Donc j'ai contrarié leurs ambitions. J'imagine. Bon, ça a grincé un peu des dents alors. Ça a grincé des dents et puis évidemment ils ont fini par partir et quitter l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, il faut le dire, le groupe CERAP est une référence mondiale. Vous agissez notamment à l'international, on va en reparler. Pour les cuves de refroidissement de lait, vous l'avez évoqué. Également des cuves vinicoles haut de gamme. Comment est-ce qu'on passe justement dans cette histoire que vous avez mentionnée d'une PME à un groupe constitué qui joue désormais à l'international? C'est de l'ambition, mais aussi la volonté d'assurer la pérennité de l'entreprise. Dans les années 90, je constate que nos concurrents constructeurs européens partent implanter des filiales dans les pays émergents où le potentiel d'investissement est fort, l'Inde et le Brésil en particulier. Et nous, PME mayonnaise, on n'en avait pas les moyens de le faire à l'époque. C'était, ça m'a bien travaillé, mais on exportait quand même. On exportait tout ce qu'on pouvait en fabriquant en France avec les coûts de l'époque.
Mais on voyait que cette stratégie avait ses limites et qu'il faudrait un jour passer à l'étape d'aller fabriquer dans les pays émergents pour vendre dans les pays émergents. Et donc, on s'est dit, on va commencer par le pays qui produit le plus de lait dans le monde, c'est l'Inde. Et donc, en 2006, on est parti là-bas avec nos petits bras musclés. Et on a aujourd'hui une filiale en Inde avec 90 salariés. Bon, le début de cette aventure à l'international concernant également vos axes de développement stratégique. En 2021, vous créez votre première filiale en Allemagne, chez nos voisins allemands. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce pays pour sa force industrielle? Quelle était la raison de ce choix? L'Allemagne est un pays particulier. C'est un pays où, pour bien vendre en Allemagne, il faut être allemand. Donc on a des distributeurs en Allemagne depuis très longtemps, mais notre part de marché est trop modeste. Et donc les confrères qui vendent du matériel agricole en Allemagne m'ont tous dit, si tu veux vendre plus, il faut que tu crées une filiale commerciale. Donc c'est ce qu'on nous avons fait l'année dernière. Développé jusqu'au bout, vos commerciaux roulent dans des voitures allemandes, ils sont vraiment acculturés complètement à ce territoire. Ce sont des Allemands pour ça développe. Je voudrais qu'on parle également du sujet de recrutement, parce que c'est un sujet qui concerne l'ensemble des industriels dont vous faites partie. Est-ce que vous peinez à recruter et comment vous expliquez cette difficulté, ces métiers en tension dans vos filières? Alors il y a beaucoup de causes à ça. C'est vrai que nous, comme beaucoup d'entreprises industrielles, ont des difficultés de recrutement. Et ça ne date pas d'hier, ça fait des années que nous vivons cela. Je dirais que c'est la synthèse de tout un tas de causes sociologiques, je dirais. La désaffection de beaucoup de Français pour les métiers manuels, notamment les métiers de l'industrie, qui ont, je dirais, qui sont connotés négativement chez beaucoup de gens. Et donc, à tort, vous pensez? Il y a un problème de perception, de marketing, si je puis dire, ou de pédagogie, autrement dit? Ah oui, clairement à tort, parce que les gens qui travaillent chez nous, ils sont contents. Nos salariés sont les ambassadeurs de leur métier auprès de leur famille, leurs amis. Et c'est beaucoup plus facile de recruter parmi des gens qui ont connu un père, un oncle, un ami chaudronnier, que ceux qui ne connaissent pas du tout nos métiers. Et la chaudronnerie, alors c'est un métier qui a un nom... on va dire un peu moyenâgeux, on va dire. C'est obsolète en tout cas. Autrefois, c'était l'homme qui faisait le chaudron de cuivre dans un petit atelier, le chaudron qu'on accrochait dans la cheminée. Là. Mais aujourd'hui, en France, le métier de la chaudronnerie, c'est les avions, Airbus, numéro 1 mondial, c'est les bateaux, c'est STX, les chantiers navals de Saint-Nazaire, c'est les voitures, c'est les camions et c'est les cuves. Et donc, on fait des beaux produits que tout le monde voit dans sa vie quotidienne, sans savoir que derrière, il se cache ce métier-là. Mais ça veut dire que chez CERAP, on développe une marque employeur pour continuer d'attirer les talents, et puis une politique de l'emploi pour les fidéliser? On fait beaucoup de choses pour attirer. Déjà, on est une entreprise où les salariés qui le souhaitent sont actionnaires. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une implication dans la stratégie, une information sur ce que fait l'entreprise, donc donner du sens au travail des gens. C'est partager les bénéfices de l'entreprise avec les salariés, avec une politique d'intéressement et de participation généreuse, qui représente à peu près un tiers des bénéfices de l'entreprise. C'est aussi pour la formation, un gros travail de formation. C'est nous qui formons nos salariés et nos futurs salariés, que ce soit des apprentis. Nous avons 10 apprentis en ce moment. Nous avons des gens en alternance. Et donc, on s'en sort comme ça. Concernant l'actionnariat social, ils s'en sont emparés de ce sujet. Il y a eu de la pédagogie, puis après, ils ont adhéré. Ça fonctionne? Alors, l'actionnariat salarié, chez nous, ça remonte à très longtemps. Et ça ne peut se comprendre que parce que ce n'est pas ma famille qui a créé l'entreprise. Donc, mon père a eu l'intelligence tactique, en négociant l'ouverture du capital avec Marcel Badiche, de l'ouvrir pas seulement pour lui, mais aussi pour les salariés. Et c'est l'argument qui a permis d'obtenir la décision. Et il a fait un RES, rachat d'entreprise par les salariés. C'est un dispositif qui permettait, avec des avantages fiscaux, de reprendre 55% du capital, ce qui a été fait en 1989. Et donc, moi, j'ai terminé en fait le rachat en 2008, en rachetant les 45% restants. Et c'est, je dirais, la résultante de toutes ces opérations qui a fait que les salariés de CERAP
détiennent aujourd'hui 35% du capital du groupe, à côté de ma famille qui détient 60%. Alors, au-delà de cette politique sociale, évidemment, et puis capitalistique, de manière générale, qui fait partie de votre histoire, il y a un autre enjeu qui garantit ou qui explique la pérennité de ce groupe, c'est l'investissement dans l'innovation en permanence, une R&D conséquente, et notamment un produit que vous avez développé, Opticool. Il faut en dire quelques mots rapidement, parce que c'est vraiment une innovation de rupture. Alors, la politique d'innovation chez CERAP est une politique qui existe depuis longtemps. C'est tout simple. Si on veut pérenniser nos clients, il faut être à l'écoute de leurs besoins. Donc il faut savoir aussi recueillir leurs besoins. Et à partir de là, imaginer des solutions qui vont satisfaire leurs besoins d'aujourd'hui et de demain. C'est par cette démarche-là que nous avons commencé il y a 20 ans à construire des cuves vinicoles haut de gamme pour les châteaux premium. Aujourd'hui, on est largement le leader des cuves pour les grands châteaux bordelais, aussi de Californie, de Russie, d'Espagne et d'autres pays. Et sur le refroidissement du lait, nous avons constaté, donc dans une démarche, on va dire sociétale, que le budget de consommation électrique d'un refroidisseur de lait, c'est 4 à 5 fois son prix d'achat, sur une durée de vie de 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux satisfaire les besoins de nos clients? C'est évidemment de réduire drastiquement, si possible, la consommation électrique. Il y a un vrai sujet en ce moment énergétique. Tout à fait. D'accord. Et donc, nous avons lancé en 2017 un programme de recherche-développement au sein d'un consortium avec, je dirais, Pôle Cristal, avec différents organismes extérieurs. Et donc, ça aboutit en 2021 à la mise sur le marché de la gamme de refroidisseurs de lait Opticool, qui consomme 50 à 60% de moins d'électricité qu'un refroidisseur de lait conventionnel. Éric Boitan, on évoque évidemment les sujets énergétiques, d'autres qui concernent notre actualité, c'est la situation géopolitique. Je voudrais qu'on en ait un mot. Quelles conséquences ça a concrètement sur vos activités au quotidien? Est-ce que vous en ressentez les effets immédiats? Oui, complètement. Sur le plan géopolitique, déjà il y a eu le Covid il y a 2 ans. On a vécu l'événement Covid avec les confinements, les problèmes sanitaires, de façon synchrone en France, au Mexique, au Brésil et en Inde. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Avant, on n'avait jamais ça. Absolument inédit. À 1 ou 2 jours près, en même temps. Donc on l'a géré au mieux, on en sort, et puis maintenant, on prend, à la sortie du Covid, l'inflation drastique des matières premières. L'acier inoxydable, notre matière première, sont prêts à doubler en 1 an. Ça, comment on aurait pu imaginer ça? Les composants électroniques, avec des pénuries, on en a sur nos machines. Et puis la transition énergétique aussi, où nous, on essaye d'apporter nos solutions à notre échelle. Donc sur ce plan-là, on est prêt. On a des solutions et j'en ai d'autres en tête aussi que je vois dans certains pays émergents qui me rendent relativement optimiste sur ce dernier point. Bon, qui pourront être des leviers de croissance et encore garantir évidemment la pérennité, la résilience du groupe CERAP. Éric Boitin, merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je rappelle que vous êtes le président, directeur général du groupe CERAP. Merci. Merci également pour cette interview. Merci beaucoup. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.